Bonjour à tous et bienvenue sur Energia, l'émission de vulgarisation technique sur les moyens de production d'énergie. Et pour ce nouvel épisode, nous allons nous intéresser aux centrales ETM, énergie thermique des mers. Les centrales ETM convertissent l'énergie thermique de la mer en énergie cinétique. Puis, cette énergie cinétique est transformée en énergie mécanique et enfin en énergie électrique. L'énergie thermique de la mer provient de la différence de température entre l'eau de mer en surface et l'eau de mer profonde. Les centrales ETM exploitent cette différence grâce à plusieurs circuits. Tout d'abord, un circuit pompe l'eau de mer en surface, donc chaude, et la fait passer dans un échangeur de chaleur. Un échangeur de chaleur permet de transférer l'énergie thermique d'un fluide à un autre sans les mélanger. Par exemple, les radiateurs sont des échangeurs de chaleur, car l'eau chaude provenant d'une chaudière transfère son énergie thermique à l'air d'une pièce pour la chauffer, sans pour autant se mélanger. On peut citer également les générateurs de vapeur des centrales thermiques, qui sont eux aussi des échangeurs de chaleur. Ensuite, un autre circuit vient cette fois-ci pomper l'eau de mer profonde, donc froide, grâce à un tuyau de plus de 1000 mètres, et la fait également passer dans un échangeur de chaleur. Pour finir, un dernier circuit relie ces deux échangeurs, et permet de faire passer un fluide de travail, le plus souvent de l'ammoniac, qui va s'évaporer grâce à l'énergie thermique de l'eau de surface chaude à travers l'échangeur de chaleur qu'on nomme dans cette situation évaporateur. La vapeur se dirige vers des turbines pour transformer l'énergie cinétique de la vapeur en énergie mécanique. Et comme d'habitude, les turbines sont reliées au rotor d'un alternateur qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. La vapeur d'ammoniac repasse dans son état liquide grâce à l'eau profonde froide à travers le second échangeur de chaleur, qu'on nomme cette fois-ci condenseur. Et enfin, une pompe permet de faire circuler et de mettre sous pression le fluide de travail. Mais pour qu'une centrale ETM puisse fonctionner, il faut que la différence de température entre l'eau de mer en surface et l'eau de mer profonde soit supérieure à 20 degrés. Sachant que l'eau de mer profonde a une température de 4 degrés, il faut donc que l'eau de mer en surface soit au moins à 24 degrés. Ce qui limite l'utilisation des centrales ETM aux zones chaudes, et dans le cas de la France, aux DOM-TOM, comme par exemple la Guadeloupe ou la Réunion. La structure expliquée précédemment correspond à un cycle fermé, car c'est un fluide de travail qui subit les changements d'état. Mais il existe un second type de centrale ETM, avec un cycle ouvert. Le cycle ouvert possède aussi le circuit permettant de pomper l'eau profonde pour la faire passer dans le condenseur. Mais la différence apparaît au niveau de l'eau en surface. Car, cette fois-ci, l'eau en surface est pompée dans un évaporateur flash, qui est sous vide. L'eau de surface peut donc s'évaporer et suivre le même cycle que précédemment. Autrement dit, la vapeur passe par des turbines reliées à un alternateur, puis se dirige dans le condenseur pour se liquéfier. D'ailleurs, l'eau à la sortie du condenseur est douce, car le sel est resté dans l'évaporateur. Cette eau douce peut donc être récupérée pour les logements à proximité de la centrale. Mais arrêtons-nous un moment sur l'évaporateur flash, car cet élément utilise une relation bien spécifique pour permettre à l'eau de surface de passer à l'état gazeux. Et cette relation se fait entre deux grandeurs, la pression et la température. Si je vous demande la température d'ébullition de l'eau, vous allez me répondre 100 degrés. Et c'est vrai, mais à pression atmosphérique, autrement dit à 1 bar. Mais si vous faites chauffer de l'eau au sommet de l'Everest, la pression sera plus faible. Et la température d'ébullition sera plus faible également, 72 degrés. Et si vous baissez encore plus la pression jusqu'à se rapprocher du vide, la température d'ébullition de l'eau peut atteindre les 24 degrés. Donc, l'évaporateur flash crée une atmosphère basse pression pour permettre à l'eau de surface de s'évaporer avec sa propre énergie thermique. Mais l'inverse est également vrai, car dans le cas du cycle fermé, j'ai dit que le fluide de travail était de l'ammoniac. Sauf que l'ammoniac a une température d'ébullition de moins 33 degrés. Il faut cette fois-ci augmenter la pression pour que la température d'ébullition atteigne celle de l'eau de surface, donc 24 degrés. Il existe un dernier cycle, le cycle hybride, qui consiste à récupérer l'eau de mer en surface une fois qu'elle a chauffé l'ammoniac, de la faire passer dans un évaporateur flash, puis de condenser la vapeur pour avoir de l'eau douce, même avec un cycle fermé.
Le principe de l'utilisation de la différence de température entre l'eau en surface et l'eau profonde des océans est attribué à Jules Verne, dans le roman fantastique 20 000 lieues sous les mers, publié en 1869, où le capitaine Nemo explique qu'il aurait pu utiliser une technologie semblable à une centrale ETM pour faire fonctionner son sous-marin, le Nautilus. Je vous dirai d'abord qu'il existe au fond des mers des mines de zinc, de fer, d'argent et d'or, dont l'exploitation serait très certainement praticable. Mais je n'ai rien emprunté à ces métaux de la Terre, et j'ai voulu ne demander qu'à la mer elle-même les moyens de produire mon électricité. À la mer? Oui, monsieur le professeur, et les moyens ne manquaient pas. J'aurais pu, en effet, en établissant un circuit entre des fils plongés à différentes profondeurs, obtenir l'électricité par la diversité de températures qu'ils éprouvaient. Et c'est en 1880 que l'idée passera du domaine de la fiction à la réalité, grâce à Arsène d'Arsonval, physicien français, qui sera le premier à conceptualiser des relations thermiques entre l'eau de surface et l'eau profonde. En 1920, Georges Claude propose le projet de construction du premier procédé validant cette théorie. Cette première centrale ETM sera construite à Ouray, en Belgique, en 1928. En 1930, un deuxième prototype plus imposant fut construit à Cuba, dans la baie de Matanza. Cependant, la crise économique de 1932 et les difficultés rencontrées lors de l'installation des prototypes de centrales mirent fin au développement de cette technologie. Mais c'est un autre type de crise qui relança ce type de centrale, la crise pétrolière de 1973. Toujours la même, plusieurs pays ont commencé à s'intéresser à ce type de technologie de production d'énergie, dont particulièrement les États-Unis et le Japon. Par exemple, en 1979, le Japon construit une installation ETM dans la préfecture de Shimane, qui utilisait un cycle fermé avec du fréon comme fluide de travail. De nos jours, la France va construire sa première centrale ETM au large de la Martinique et sera baptisée Nemo. C'est moi. Pour New Energy for Martinique and Oversea, et sera mise en service en 2020. Et même un module du nom de Nautilus viendra en complément de la centrale Nemo pour produire de l'eau douce. Le rendement d'une centrale ETM correspond au pourcentage d'énergie thermique convertie en énergie électrique et frôle les 6%. Ce rendement, très faible, est causé par la différence de température qui n'est que de 20 degrés. Mais si plusieurs pays s'intéressent tout de même à cette technologie, c'est que la source froide et la source chaude sont abondantes, disponibles et gratuites. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre la page Facebook de l'émission. Et on se dit à dans 2 mois pour un nouveau numéro. À bientôt.